Voilà, bonjour, bienvenue dans cet événement Refugees at Work. Je m'appelle Mathieu Crétenant, je suis délégué à l'intégration à l'Université de Genève, en charge de programmes d'intégration. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire pour vous présenter la campagne d'information et de sensibilisation Refugees at Work sur l'intégration professionnelle des personnes issues de l'asile. Engager un réfugié, rien de plus facile. Depuis 2019, coïncidant avec l'agenda d'intégration suisse, la procédure de recrutement des personnes réfugiées a été grandement facilitée. Un simple formulaire est maintenant possible, l'utilisation d'un simple formulaire en ligne est maintenant possible. Il est disponible sur le site Refugees at Work. Dans ce contexte, l'initiative Refugees at Work lance cette campagne d'information et de sensibilisation à l'intention des entreprises romandes. Cette initiative est soutenue par le Bureau de l'intégration des étrangers du canton de Genève, par le secteur privé avec l'Alliance for Youth et par l'Université de Genève, pour laquelle cela signifie une continuité ou une complémentarité, disons, des activités dans la lignée du programme Horizon académique qui vise à faciliter l'intégration de personnes issues de l'asile à l'université. J'en profite pour remercier l'équipe du projet, avec des étudiants de l'université, Lucas Garanis, Katarina Poliakova, Amael Grosjean, ainsi que Yvan Kutel de Ernst & Young et Metin Turker du Bureau de l'intégration. L'initiative Refugees at Work est un réseau réunissant des entreprises privées, des institutions publiques. Elle est née en 2018, elle promeut l'innovation sociale pour faciliter le développement de programmes innovants en termes d'intégration professionnelle des réfugiés. Nous avons organisé depuis 2018 des hackathons avec le lancement de projets prometteurs. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter donc, cette campagne, vous présenter également le contexte suisse et genevois en matière d'asile et d'intégration professionnelle des réfugiés, ainsi qu'une table ronde avec des experts et des employeurs. Refugees at Work est donc une initiative publique-privée, un engagement sincère entre différents partenaires pour lever les barrières pour l'accès à l'emploi pour les personnes réfugiées en Suisse. Pour introduire ce webinaire, je passe la parole aux partenaires de l'initiative. En premier lieu, Madame Sonia Studer, directrice RH à Nestlé Suisse, qui nous a envoyé une capsule vidéo. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'introduire cette table ronde sur le thème de l'intégration professionnelle des réfugiés. La diversité et l'inclusion revêtent une importance particulière pour une entreprise internationale et multiculturelle telle que Nestlé. Elles font partie intégrante de notre culture et de nos valeurs ancrées dans le respect. Et nous nous efforçons d'offrir des chances égales à tous et que chacun soit traité avec dignité et respect. Dans ce cadre-là, l'intégration des réfugiés et des personnes migrantes, tout comme des personnes issues d'autres communautés comme LGBTI et également l'équilibre entre hommes et femmes sont essentiels. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative Refugees at Work. La notion de création de valeur partagée est aussi un élément fondamental pour notre entreprise. Et c'est de cette volonté que sont nées de nombreuses initiatives, comme par exemple Nestlé Youth et puis ensuite l'Alliance for Youth. Notre soutien à l'initiative Refugees at Work est relativement nouveau puisqu'il date de 2018 et il s'intègre parfaitement à nos valeurs ancrées dans le respect des autres, de la diversité et de l'avenir. En seulement 2 ans, nous avons vécu de belles expériences humaines en offrant des apprentissages et pré-apprentissages à des personnes réfugiées et aux migrantes et nous voulons continuer sur cette voie. Je vous souhaite de passer un bon moment durant cet événement virtuel et vous laisse en compagnie de Mathieu Crétenant pour la suite du programme. Voilà. Pour continuer, je vais passer la parole à M. Thierry Apotello, conseiller d'État en charge du département de la cohésion sociale du canton de Genève, qui est avec nous en direct depuis son bureau, je crois. En effet, bonjour M. Crétenant, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'abord de savoir que ce forum a pu être maintenu dans la condition dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'était plus que nécessaire que vous puissiez garder l'organisation, même en visioconférence, de ce moment d'échange essentiel. Cette matinée apportera certainement des solutions en matière d'employabilité des personnes qui relèvent de l'asile.
L'importance de la rencontre, de l'échange, la création de réseaux font partie des trucs et astuces absolument nécessaires dans le monde d'aujourd'hui pour permettre une augmentation des chances d'accéder à une vie, une carrière professionnelle. Votre engagement, que ce soit du monde privé, du monde des entreprises, de l'Université de Genève, du département, est exemplaire et je tiens particulièrement à le souligner. L'importance de se réunir ce matin, de prendre du temps, signifie aussi que ce projet a du sens, que vous y croyez, que nous permettons ainsi de faire en sorte que ce projet non seulement soit des mots, mais soit également des actes. Et l'intervention de la personne précédente le montre bien, que l'engagement des entreprises est nécessaire. C'est d'autant plus vrai qu'effectivement, avec la situation économique et sanitaire, sociale que nous connaissons, un engagement particulier est encore plus nécessaire pour arriver à proposer des places de formation, des places de travail, des découvertes de métiers, des découvertes de travail. Merci ainsi aux entreprises qui s'engagent, merci à l'ensemble des actrices et des acteurs du dossier de l'insertion professionnelle qui fait partie des priorités du département de la cohésion sociale. Vous augmentez ainsi la chance de pouvoir permettre à celles et à ceux qui en ont besoin de travailler. Merci à toutes et à tous et surtout une très très belle matinée. Merci beaucoup, Monsieur Apotello, pour ces quelques mots d'ouverture. Nous allons donc maintenant poursuivre sur les raisons de cette campagne. Il est important de comprendre le contexte suisse, cantonal, en matière d'intégration. Je passe la parole à Metin Turker du Bureau de l'intégration des étrangers. Merci Mathieu pour ce passage de témoin. Je vais essayer quant à moi de brosser le tableau très rapidement. Quel est le problème? Quel est le nombre de personnes concernées? Quels sont les tabous qu'il faut casser? Et vers quoi nous allons devant pour que l'intégration des réfugiés dans le monde du travail ne soit pas qu'un mot. Donc le contexte est non seulement favorable, mais il est aussi obligatoire. Tout ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est des exigences fédérales. Il ne s'agit pas d'une volonté du Bureau de l'intégration toute seule à mettre en place des projets d'intégration professionnelle. La Confédération exige de tous les cantons et de toutes les communes pour que les réfugiés soient intégrés, et ça fait partie, et c'est un indicateur de réussite de la politique de l'intégration en Suisse. Donc, le but, c'est d'améliorer les conditions cadres et de faire une sorte pour que les barrières entre deux mondes, monde économique et monde du travail du côté des réfugiés, ne soient pas empêchées. C'est pour cela que la Confédération, depuis 2018, a beaucoup actionné, beaucoup modifié les conditions cadres, notamment en supprimant le retenue de 10% qui existait jusqu'à 2018. Et ensuite, dès 1er janvier 2019, elle a supprimé aussi tous les obstacles administratifs tels qu'une autorisation préalable avant prise de l'emploi. Donc, depuis 1er janvier 2019, il n'y a plus d'autorisation de travail à demander, ni un émoulement à payer. Il suffit juste d'annoncer en ligne que vous avez engagé quelqu'un et c'est purement pour des questions statistiques. La situation de l'asile évolue selon la situation mondiale. Comme on le sait, on a eu un petit pic 2015-2016, tant en Suisse qu'en Europe, mais depuis 2018, la situation s'est nettement stabilisée, voire diminuée. Le nombre d'arrivées de réfugiés en Suisse est quasiment à 8 000 personnes par année en 2020. En ce qui concerne Genève, la situation n'a pas non plus évolué en termes significatifs. Nous sommes dans des zones assez stables, comme on n'est pas des années 90 où on avait plus de demandes d'asile que maintenant. Maintenant, je vais me concentrer essentiellement sur l'asile et l'emploi et vous donner quelques chiffres. Vous voyez que
ceux qui peuvent être actifs, c'est 18-65 ans. À vrai dire, en Suisse, ça n'a pas changé. En Suisse, nous avons 103 000 réfugiés, titulaires de permis B et requérants d'asile, tout compris. Requérants d'asile, on était avant à 40-50 000, maintenant on est à 8 000 requérants d'asile en tout et pour tout. Sur ces 100 000 personnes, 62 tiers sont en âge de travailler, dont à peu près 30% travaillent déjà. Donc il faut tenir compte que tant en Suisse, en réalité, nous avons besoin de trouver des places de travail pour à peu près 40 000 personnes et à Genève, à peu près pour 2 000 personnes. Vous voyez que la population, c'est une population très jeune, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les chiffres globaux avec les personnes qui peuvent travailler. Juste vous donner le chiffre quand même, 100 000 personnes, 67 000 personnes en Suisse, pour 5 300 000 emplois, c'est quelque chose qui est insignifiant. Le niveau de formation de cette population, contrairement à ce qu'on pense, est plutôt bon. À tous les niveaux, nous avons pas mal, plus de 10% ont des études ou ont terminé des études tertiaires. Les emplois qu'ils occupent actuellement depuis à peu près 2 ans sont des secteurs notamment vente, seconde œuvre, nettoyage, logistique, hôtellerie-restauration, soins et différents postes qualifiés. Les caractéristiques, c'est que c'est une population jeune qui a des compétences très cachées mais très importantes, que malheureusement, il reste plus longtemps à la recherche d'un emploi que le reste de la population résidant en Suisse, qu'ils soient étrangers ou suisses, qu'ils n'ont pas été assez suffisamment suivis pour accéder à un premier emploi. Ça, c'est un défaut qui a été constaté tant au niveau fédéral que cantonal. Mais par contre, leur statut de permis de séjour est plutôt plus que stable. Les obstacles principaux, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport au potentiel de ces populations, au mauvais sens du terme, qu'il y a pas mal d'informations erronées sur droits et devoirs, est-ce qu'ils peuvent travailler, est-ce qu'ils peuvent se former, etc. Je rappelle juste que tous les titulaires de permis FEB ont les mêmes droits qu'un citoyen suisse ou un permis C. Que l'égalité des chances, l'égalité dans le droit, elle existe, mais concrètement, l'égalité des chances, il y a des choses à améliorer, d'où la campagne, les mesures que nous mettons en place pour que cette population puisse accéder aussi à l'égalité des chances. Accéder à un premier emploi, un premier stage, créer des réseaux professionnels, pour nous, ce sont des priorités pour éviter que ces non-résidents soient exclus du marché du travail. C'est dans ce cadre-là que la Confédération met des moyens avec Agents d'intégration suisse afin que cette population soit intégrée dans le monde du travail via la formation professionnelle avec différentes mesures appropriées selon les populations cibles. Et enfin, c'est une chance pour favoriser la cohésion sociale tant dans les communes qu'en tant que confédération. L'agenda d'intégration, c'est identifier les besoins, cours de français précoce tout au long du processus, c'est l'intégration sociale, c'est évaluer le potentiel, c'est de les préparer à une formation professionnelle ou les préparer vers une marché du travail primaire et pendant tous ces parcours aussi, l'intégration sociale. Merci. Merci beaucoup, Métine, pour ce cadre, la présentation du contexte cantonal et suisse sur la question de l'asile et l'intégration professionnelle. Donc maintenant, je vais vous présenter
concrètement la campagne qu'on lance brièvement. Comme cela a été dit précédemment, aujourd'hui encore, de nombreux réfugiés se voient refuser des opportunités d'engagement pour des questions administratives de permis. En moyenne, 4 réfugiés sur 5 ont des difficultés à trouver un emploi, malgré une recherche de travail assidue. Pourtant, engager un réfugié, rien de plus facile. Cette campagne vise à rappeler donc les conditions cadres, cela a été dit, et modestement, et ça je pense que c'est important aussi de le rappeler, on est dans une démarche sur le moyen, le long terme, à valoriser les compétences, les talents, les potentiels parmi les réfugiés au sein du marché du travail suisse romand. Elle vise également à casser les barrières administratives et les barrières en termes de stéréotypes dans les entreprises, et ainsi aussi élargir cette notion de diversité. Un site web a été créé, et ça c'est l'élément le plus important, qui propose des informations claires, simples, accessibles sur la possibilité et les procédures de recrutement, un FAQ avec destination des employeurs, des employés, des réfugiés, de la population d'une manière générale sur ces questions, et notamment liées à l'agenda d'intégration suisse qui a été présenté auparavant. Vous pouvez, dès la fin de ce webinaire, naviguer sur le site où vous vous trouvez actuellement pour visiter les différentes pages. Ce site web et cette campagne sur les réseaux sociaux a pour objectif d'offrir des informations donc, simples, sûres et accessibles pour les employeurs et les réfugiés, pour l'engagement de personnes avec des permis F et B réfugiés, des témoignages d'employeurs, de réfugiés qui vont s'enrichir au fil des mois, des vidéos sur les réseaux sociaux, une vidéo de lancement qu'on va vous présenter, des témoignages, une vidéo de motion design également. Du matériel de communication avec des flyers qui seront distribués. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous commander des affiches, des autocollants, des flyers à l'adresse info@refugeesatwork.ch qu'on vous donnera à la fin de ce webinaire. Et enfin, des ateliers dans les entreprises, dans les institutions publiques pour représenter, réexpliquer les possibilités et rendre possible, finalement, rendre naturel des recrutements aujourd'hui qui ne le sont pas. Vous dire que donc, cette campagne a été donc, lancée avec donc, le Bureau de l'intégration, l'Alliance All for Youth. Elle bénéficie également du soutien de la Loterie romande et de la Fondation Sésame. En mars 2021, un hub intégration sera également formé au sein du Festival d'innovation ouverte Open Geneva et rassemblera tous les acteurs de l'intégration lors de hackathons, séminaires ou webinaires et des workshops. Voilà, pour finir, on va vous présenter la vidéo de lancement de la campagne. Bon, c'est très bien tout ça, mais vous êtes réfugié. Allez, c'est bon. On vous engage. Bienvenue parmi nous. Vous l'aurez compris, engager un réfugié, rien de plus facile. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire avec une table ronde
et des discussions, des échanges sur les freins et les opportunités de l'intégration professionnelle des personnes issues de l'asile, avec la présence de différents experts. Je vais laisser la modératrice Mariana Fellman, Communications Manager au groupe L'Occitane, vous les présenter. Bienvenue à cette table ronde au sujet de l'intégration professionnelle des réfugiés. Agissons. Donc, on l'a entendu, on parlera des freins, mais surtout des opportunités pour améliorer l'accès à l'emploi pour les personnes réfugiées. Pour présenter les personnes qu'on a aujourd'hui avec nous, Karen Simonin, vous êtes experte fiscale et partenaire au sein du département International Tax Services de Ernst & Young, EY, à Genève, et vous êtes également responsable de la diversité et l'inclusion pour la Suisse romande. Alain Collard, vous êtes directeur de la maison de la retraite La Champagne à Soral. On vous a vu dans le film tout à l'heure. Vous êtes éducateur spécialisé de jeunes adultes en situation de désavantage scolaire. Vous avez également une expertise en matière d'animateur sportif, mais surtout pour le développement de la formation professionnelle de personnes en situation de handicap. Merci d'être avec nous dans cette situation qui est particulièrement compliquée dans ce contexte sanitaire. Et avec nous par vidéoconférence, le professeur Tobias Müller. Vous êtes professeur associé à la faculté d'économie et de management de l'Université de Genève. Et dans le cadre de vos recherches, vous vous occupez des aspects économiques de la migration et tout spécialement des effets de migration sur le marché du travail. Merci à tous d'être avec nous. Professeur Tobias Müller, on commence par la recherche. Pourriez-vous nous dire un peu plus pourquoi est-ce aujourd'hui important d'engager des personnes réfugiées ? Oui, merci. Les recherches récentes en économie montrent en effet que l'intégration des réfugiés dans le marché du travail prend du temps, et souvent beaucoup de temps, jusqu'à 15-20 ans. Mais je crois que le résultat le plus intéressant de cette littérature récente, c'est que cette littérature montre l'importance d'intégrer les réfugiés rapidement dans le marché du travail. Donc, ces recherches ont pu être menées en comparant différentes politiques dans les pays européens ou des changements de politique dans un pays donné, et peuvent donc très clairement indiquer que lorsqu'on a une interdiction de travailler pour des réfugiés qui dure plus longtemps, que ça a des effets de très long, non seulement dans l'immédiat pour le taux d'emploi, la possibilité de trouver un emploi de ces réfugiés, mais aussi à plus long terme, jusqu'à 10 ans. Et donc, c'est vraiment cet effet à long terme que j'aimerais souligner, parce que ça signifie que lorsqu'une entreprise s'y engage une personne réfugiée qui est récemment arrivée en Suisse, ça a des effets positifs considérables. Donc, ça a des effets positifs non seulement pour la personne réfugiée, en augmentant ses chances d'être employée dans l'immédiat, mais aussi à long terme. Ça a des effets sur sa famille et ça a des effets pour la société dans son ensemble, puisque ça réduit les coûts de l'aide sociale, notamment. Merci, professeur. Nous l'avons entendu, c'est important d'intégrer ces personnes tôt. Alain Collard, vous accueillez plusieurs personnes réfugiées au sein de la résidence de la Champagne, notamment dans les métiers de la cuisine et des soins, et ceci par le dispositif PAI, donc une année préparatoire, un pré-apprentissage à l'intégration professionnelle. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à recruter des personnes réfugiées ? D'une part, elles font partie du bassin de citoyens que nous sommes toutes et tous. Il y a effectivement une responsabilité sociale, morale, je dirais individuelle de chacun d'entre nous qui avons la possibilité d'ouvrir nos institutions, nos entreprises à divers corps de métier. Et ces personnes-là, elles sont en demeure de vivre et de survivre dans une existence positive. Être accueilli est une chose, pouvoir se développer, se construire une famille, garder des liens est aussi fondamental pour l'équilibre de tout un chacun. Et donc il y a les chômeurs, il y a ceux qui sont en fin de droit, il y a aussi aujourd'hui les réfugiés. Je trouve que c'est important d'en parler
Parce que souvent, on a dans notre esprit des contacts réguliers pour les personnes qui sont en recherche d'emploi avec l'Office cantonal de l'emploi. On a aussi des organismes qui travaillent pour des gens qui sont sortis du droit au chômage. Et puis, depuis 2018, moi, j'ai été contacté dans cette initiative du PAI, du programme d'accompagnement à l'intégration, ce pré-apprentissage qui permettait à des jeunes gens et des jeunes femmes de pouvoir s'inscrire dans un métier qui avait été prédéfini avec eux, qui correspondait à leurs aspirations, à leurs compétences, à leur histoire. Et puis, l'Ortra Santé Sociale m'a contacté pour me proposer de partager cette aventure. Et donc, c'est tout aussi important d'accueillir ces personnes réfugiées. C'est beaucoup plus facile pour un employeur quand une administration, un service de formation professionnelle ou à l'intégration prend contact avec les employeurs pour présenter ce dispositif, le faire connaître. Parce qu'au sein de nos institutions, comme tout un chacun, on ne va pas chercher toutes ces informations et ces personnes qui sont en demande et qui contribuent, comme ça vient d'être dit par le professeur, à la diversité, à la richesse des entreprises que nous sommes. Mais c'est par les contacts mis en place par le département d'instruction publique, l'Ortra Santé Sociale, enfin des gens qui s'occupent de faire valoir et donner une visibilité à ces personnes que je suis rentré dans ce programme avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Vous l'évoquez, l'État met en place des dispositifs, il y a des informations. Karen Simonin, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui à vous, en tant qu'entreprise, pour accéder à cette potentielle main-d'œuvre ? Alors, à mon avis, effectivement, plusieurs choses sont nécessaires. Je pense que tout d'abord, un cadre législatif et réglementaire qui permette d'encourager les entreprises et de les aider à avoir recours à cette main-d'œuvre est indispensable. Nous avons, par exemple, chez EY, déjà lancé quelques programmes pour avoir recours au recrutement des réfugiés. On a eu des expériences dans certains pays où les contraintes liées justement à la législation du travail, à l'obtention de visas, ont rendu les expériences un petit peu décourageantes. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ce cadre existe, et c'est une très bonne nouvelle que nous ayons ça en Suisse depuis 2019, ça va permettre aux entreprises d'y songer. Et je pense qu'il est à ce moment-là crucial aussi de communiquer et de le faire savoir. Et c'est dans ce cadre-là que des initiatives comme Refugees at Work ou l'événement que nous avons aujourd'hui jouent un rôle primordial pour faire connaître ces possibilités. Je pense qu'ensuite, ce dont nous avons besoin en tant qu'entreprise, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui puisse répondre aux besoins que nous avons en termes de compétences, de diplômes, de formation professionnelle ou de capacité d'apprentissage. Encore une fois, si je parle du cas de EY, nous avons des métiers traditionnels tels que le conseil fiscal, juridique ou l'audit des comptes pour lesquels nous avons besoin de formations très spécifiques et je dirais domestiques. Pour rendre un conseil fiscal, il faut malheureusement connaître la législation fiscale du pays où l'on se trouve. Par contre, il y a d'autres domaines, d'autres services que nous offrons, et de plus en plus, car nos offres se diversifient, où je pense que l'on peut utiliser une main-d'œuvre avec des compétences un petit peu différentes et plus internationales, avec un accompagnement, évidemment. Et je pense qu'ensuite, la dernière chose dont nous avons besoin pour que ça puisse voir le jour, c'est de permettre la rencontre, en fait, de ces compétences que peuvent offrir ces réfugiés et des besoins des entreprises. Encore une fois, des initiatives telles que Refugees at Work peuvent jouer un rôle avec tous les partenaires sociaux, étatiques qui sont impliqués. On peut penser peut-être aussi à des forums sur l'emploi, l'implication de certaines agences de placement, mais il faut pouvoir permettre cette rencontre. Merci. Professeur Tobias Müller, on l'a entendu, c'est facile aujourd'hui. Des titulaires du permis F ou B réfugiés peuvent être facilement engagés, ceci dans tous les secteurs d'activité. On a entendu par contre aussi Karen Simonin parler du fait des diplômes, d'éventuels freins, d'adéquation de profil. Le taux d'emploi est effectivement faible aujourd'hui de personnes réfugiées. Comment expliquez-vous cela et quel intérêt de la part de la recherche, quel intérêt pour les entreprises d'engager des personnes réfugiées ? Alors peut-être d'abord, pour répondre à la question des obstacles à l'engagement,
aujourd'hui, et je le salue, ces obstacles sont moindres que depuis 2019, comme ça a été présenté. Et donc, mais on ne voit peut-être pas encore les effets tout à fait de cette facilitation de l'engagement, parce que d'une part, l'information n'est peut-être pas suffisamment passée. Je pense que c'est important qu'on puisse le faire aujourd'hui. Mais d'autre part, il reste quand même des obstacles administratifs, puisque même s'il suffit d'annoncer simplement l'engagement d'une personne admise à titre provisoire ou d'un réfugié, il reste quand même que les titres de ces statuts de séjour peuvent faire peur. Notamment ce statut de personne admise à titre provisoire signale à l'employeur que c'est un statut précaire. Et je pense à quelque chose, un mythe aussi qu'il faut peut-être combattre, parce qu'il s'avère que un grand nombre de ces personnes, la grande majorité, restent très longtemps en Suisse. Et donc, en fait, cette admission à titre provisoire a tendance à devenir tout à fait permanente. Et donc, c'est important, je crois, que cette information-là passe aussi. Alors ensuite, il y a d'autres obstacles qui ont été mentionnés. Le niveau de formation faible d'une proportion importante de réfugiés. Pour ceux qui ont des formations, les diplômes sont souvent pas reconnus, ou bien on connaît mal la qualité de ces diplômes en ce qui concerne les recruteurs, parce qu'on connaît mal la réalité de leur pays d'origine. Finalement, il y a les connaissances parfois aussi insuffisantes du français ou en général de la langue locale en Suisse. Et puis, le parcours spécifique des réfugiés, ce qui les différencie des autres migrants, fait aussi qu'ils ont des longues périodes sans activité professionnelle. Et ça peut effectivement, lorsqu'ils passent par exemple dans des camps de réfugiés avant même d'arriver en Suisse, et puis ensuite en Suisse aussi cette attente d'une réponse à leur demande d'asile. Et donc ces longues périodes-là peuvent mener à un certain découragement, éventuellement une perte aussi de certaines compétences professionnelles. Et donc il faut trouver des réponses à ça. Et puis finalement, on peut aussi constater qu'il peut y avoir une discrimination à l'embauche. Alors il y a des études qui ont vérifié ça pour d'autres migrants, et notamment, alors on peut vérifier ça en répondant à des annonces d'emploi par des CV fictifs. Et lorsque ça a été fait en envoyant des CV pour une personne de nationalité suisse et d'origine suisse et pour une autre personne qui est en fait de seconde génération mais d'origine turque ou d'origine kosovare, on a pu constater que ces personnes-là ont été contactées moins souvent que les personnes d'origine suisse. Et donc on peut imaginer que pour les réfugiés, en fait, cette discrimination à l'embauche soit un problème encore beaucoup plus grand. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quel est l'intérêt des entreprises pour engager un réfugié? Donc, je pense que ces différences culturelles qui ont déjà été mentionnées peuvent effectivement être un atout pour l'entreprise. Il y a des études qui montrent que la diversité, elle favorise l'innovation, elle favorise surtout l'innovation dans le sens de développer de nouveaux produits. Et donc, alors ça c'est toujours si certaines conditions sont réunies, et ça peut être tout à fait favorable pour l'entreprise. Je pense aussi que les entreprises peuvent combattre activement la discrimination à l'embauche, parce qu'on sait qu'il y a des processus un peu de biais inconscients, ce qu'on appelle le implicit bias en anglais, qui influencent les décisions, et on peut activement combattre ce type de biais pour effectivement favoriser à ce moment-là l'engagement des réfugiés. Vous l'avez dit, cette diversité est importante, est intéressante pour les entreprises. Karen Simonin, vous êtes responsable de diversité et l'inclusion. J'ose vous poser la question. Vous avez parlé avant des actions que vous avez mises en place pour d'autres groupes de personnes en situation de désavantage professionnel. Quelles sont ces actions et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela marche aussi pour les groupes de personnes réfugiées?
Alors tout d'abord, je rejoins ce que vient de dire le professeur. Nous sommes convaincus que la diversité est primordiale. Elle nous permet de rencontrer, de répondre à la diversité de nos clients, de leurs attentes, des problématiques rencontrées. Elle nous permet aussi de contribuer au développement de nos collaborateurs et à nous de nous adapter en tant qu'employeurs à la diversité de nos collaborateurs. Nous avons des étudiants qui viennent de plein de pays différents, qui viennent faire leurs études en Suisse. Nous avons des collaborateurs qui sont issus de couples, de familles multiculturelles, multiethniques. Donc c'est vrai que nous y attachons beaucoup d'importance et nous avons effectivement toute une série de mesures qui sont mises en place à l'interne. Jusqu'à présent, il faut tout de même reconnaître que nos actions ont été ciblées sur certains aspects de la diversité, notamment la parité homme-femme. Nous accorderons aussi du soutien à certains groupes, les orientations sexuelles, certaines différences culturelles. Nous réfléchissons à des mesures liées au handicap. Mais nous avons mis en place des systèmes, par exemple, de mentoring. Nous avons des trainings qui sont dédiés à la fois pour certains membres du leadership qui peuvent avoir un genre de curriculum vitae en matière de diversité, mais aussi à certains groupes de collaborateurs pour les aider à élever leur communication, à développer des compétences pour se comporter au sein de l'entreprise. Nous avons mis en place des hotlines éthiques pour que nous puissions nous assurer que tous les collaborateurs peuvent faire remonter d'éventuels problèmes. Nous participons à des événements dédiés à certains groupes, justement, où nous sponsorisons des événements. Après, pour ce qui est des réfugiés, je n'ai pas dans l'immédiat d'actions concrètes que nous pourrions mettre en place au sein de notre entreprise, mais je pense qu'à partir du moment où nous avons déjà une population de collaborateurs extrêmement diversifiée, juste nous, dans notre équipe, par exemple, nous avons à peu près une dizaine de nationalités représentées. Nous parlons tous entre nous l'anglais si nous avons besoin d'être tous ensemble. Nous avons des gens qui viennent de plusieurs horizons différents. Nous avons aussi des programmes de mobilité ouverts aux jeunes, pas qu'aux fonctions managériales, pour leur permettre d'échanger, de rencontrer cette diversité. Donc je suis assez confiante sur notre capacité d'intégration de personnes qui pourraient être issues de l'asile. Après, peut-être qu'une fois que nous aurons un certain nombre de collaborateurs, il y aura des actions de soutien à mettre en place. Mais à partir du moment où ça a marché jusqu'à présent, je dirais, avec d'autres groupes, je pense qu'on trouvera des solutions. Merci. Alain Collard, vous y êtes parvenu. Mais on peut peut-être dire, pour vous c'est facile, vous êtes éducateur spécialisé, vous avez une grande expérience dans le domaine, mais que direz-vous à un employeur aujourd'hui motivé d'engager une personne réfugiée et surtout quelle est l'aide aussi ou le soutien qui vous est donné de la part de l'État pour intégrer ces personnes dans vos équipes? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est contacté, on nous propose divers candidats par les différents services qui s'occupent de proposer dans les domaines de métiers que nous pouvons offrir et qui sont de plus en plus augmentés. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Au départ, il y avait 3 ou 4 métiers dans lesquels, en 2018, le pré-apprentissage pouvait se faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, comme ça a été vu, dans la vente, dans les soins, dans le commerce, dans l'industrie. Donc tous ces métiers, petit à petit, tous les métiers s'ouvrent progressivement à permettre aussi à ces réfugiés de choisir leur voie de façon moins restrictive. Les ORTRA santé sociale, pour ce qui est de la formation, ou les ORTRA tout court, qui sont du métier de l'hôtellerie, des métiers de bouche ou de la lunette ou autres, prennent contact et organisent la formation et la préformation d'apprentissage pour ces personnes. Ce qui veut dire que on a un partenaire, on est marié avec un partenaire complètement. Et ce mariage, il se fait, cette collaboration, elle se fait tout au long de cette année de pré-apprentissage qui dure 10 mois, qui représente pour l'employeur un coût qui est la moitié de celui d'un apprenti habituel. Je pense que c'est important de le souligner. C'est aussi un acte financier qui vise à soutenir les employeurs qui s'engagent dans cette pratique. Donc, ça permet d'engager un petit peu plus d'apprentis. Il y a moins de freins à nous donner l'autorisation dans des programmes comme ceux-ci. C'est moins coûteux et ça offre, évidemment, dans la diversité qui était rappelée tout à l'heure, une richesse qui se cultive par elle-même.
Alors, cet accompagnement, il se fait aussi pendant la formation, pendant que la personne suit à la fois des cours dans les écoles, dans les formations, qui peuvent être lors du secondaire 2, ou voire même, et on l'espère, pour eux, de pouvoir aussi continuer leurs études s'ils le souhaitent dans le domaine tertiaire. Mais au moins, on propose à ces personnes d'acquérir les codes culturels, parler, se retrouver dans un milieu qui ne soit pas un milieu confinés, hein, comme ça a été expliqué tout à l'heure par le professeur, où ces gens passent de longues périodes seuls dans leurs appartements ou dans leur foyer, à attendre, de n'avoir jamais une main tendue. Et quand cette main elle leur est offerte, on a une explosion d'engagement, avec des valeurs, avec des compétences. Et si ces compétences, elles ne sont pas là, l'envie d'apprendre, l'envie de se former, l'envie de reconnaître, de donner, de contribuer et d'apporter aussi sa pierre à l'édifice dans la société qui les accueille ici en Suisse, elle est formidable. Donc, voilà, donc cet accompagnement, il est financier, il est humain. S'il y a des soucis, on les gère. Les organismes qui les accompagnent les aident à trouver des logements, les aident à trouver les solutions matérielles dont ils ont besoin. Et ce qui fait que pour l'employeur, on a véritablement un renfort, un soutien, et si ce soutien n'est pas nécessaire, eh bien, il est toujours présent, et à tout moment, il peut être sollicité. Les écoles de formation sont aussi des partenaires, il y a des enseignants. Ces jeunes suivent aussi des cours pratiques, à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans les écoles. Ils ont un enseignement aussi qui vise à augmenter leurs compétences dans le domaine de la langue, notamment, ou dans les différentes matières de culture générale. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces personnes qui sont là depuis... par exemple, j'ai un jeune homme d'une trentaine d'années, ça fait 5 ans qu'il est arrivé en Suisse, il ne parlait pas la langue, il parle couramment le français. Dans notre petit journal mensuel de la Champagne, il écrit des lettres, il écrit des poèmes. Il essaye d'apporter par son intelligence, sa sensibilité, remercier, reconnaître. Et je trouve que pour un employeur, ce sont des cadeaux rares. Voilà, parce qu'il y a énormément d'humanité, de reconnaissance quand cette main est tendue et quand enfin ils ont la chance de pouvoir se dire: je me lève le matin, je vais contribuer à m'occuper de personnes âgées, que ce soit dans les soins, ou contribuer à élaborer des repas agréables pour elles et savoureux. Et leur donner l'accès au travail, c'est donner, comme à chacun d'entre nous, un sens à son existence. Et le fait de pouvoir le faire dans les institutions comme les nôtres, les maisons de retraite, les maisons qui s'occupent des personnes en situation de handicap, enfin, toutes les institutions qui ont la chance d'être soutenues sur le territoire genevois en tout cas, et par l'État, voilà, j'encourage moi véritablement toutes les directions, toutes les entreprises sociales du canton à acheter un billet pour accueillir ces personnes, et ils en seront ravis et certainement très satisfaits, comme mes équipes, mes cadres, mes formateurs le sont avec ces personnes, qui deviennent par ailleurs extrêmement autonomes et très vite. Alors on disait qu'ils perdent beaucoup de temps à développer des compétences ou à les garder. Dès lors qu'on leur permet de rentrer dans un processus de formation, ils grandissent, et ils grandissent très vite. Et à l'école, c'est assez remarquable de voir les résultats excellents qu'ils obtiennent, quoi. Pour eux, c'est une fierté, c'est une réponse à cette main tendue. Merci. Beaucoup d'avantages, si je vous entends parler, beaucoup d'expériences positives. Professeur Tobias Müller, quelles sont les clés pour que le public et le privé puissent au final profiter pleinement de cette main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a des exemples d'autres pays, d'autres cantons ou de domaines où cela marche bien? Oui, en économie, ces études sont relativement récentes qui montrent un peu des exemples de réussite. C'est surtout depuis la crise des réfugiés en 2015-2016 que ces études ont commencé. Et je pense l'expérience allemande notamment est intéressante parce qu'il y a eu un très grand nombre de réfugiés qui sont arrivés à ce moment-là, presque 1 million de personnes qui a obtenu le statut d'asile. Et alors, il y a un résultat qui me paraît particulièrement intéressant, ou une étude qui met en évidence
le fait que si les réfugiés ont en Allemagne en fait un niveau de formation relativement bas comparé aux autres employés allemands ou étrangers, c'est en fait pas le cas lorsqu'on compare ces réfugiés avec les personnes de leur pays d'origine. Donc, notamment les Syriens, les Afghans, Irakiens, on constate qu'en fait, si on compare les réfugiés qui sont en Allemagne à ceux qui sont restés dans le pays d'origine, les réfugiés ont tendance à avoir une formation plus poussée. Alors que lorsqu'on les compare aux Allemands, on se dit qu'il y a relativement peu de personnes hautement qualifiées. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait qu'il y a certainement un potentiel d'apprentissage beaucoup plus élevé au niveau de ces réfugiés que ce que c'en a l'air. Et je crois que M. Collard vient de dire, c'est l'exemple même de ça. C'est-à-dire c'est des personnes qui, s'ils n'ont peut-être pas les diplômes comparables aux diplômes suisses, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité de les obtenir et c'est que la capacité leur manque. Et donc si on leur propose des formations, si on leur propose un travail, ils peuvent à ce moment-là progresser très rapidement. Je pense que c'est aussi important de mentionner que l'apprentissage de la langue, je crois que l'exemple que M. Collard a donné est très parlant. Ce n'est pas juste en suivant des cours de langue qu'on va progresser, c'est surtout en ayant un emploi, en se créant un réseau professionnel, un réseau personnel, que ça va contribuer à cet apprentissage. Donc ce n'est pas un processus linéaire où il faut suivre un cours de langue et ensuite seulement on pourra trouver un emploi. Et donc j'aimerais souligner à nouveau, je pense, cette importance pour les employeurs de proposer un premier emploi à des réfugiés qui ensuite peut ouvrir les portes pour la suite. Alors je peux encore mentionner peut-être une autre étude en Allemagne qui a mis en place ce qu'on appelle un essai randomisé. C'est un peu comme en médecine, lorsqu'on teste un médicament ou un vaccin, on fait un groupe à qui on donne ce médicament et un groupe de contrôle. Et ils ont fait ça avec une ONG qui a proposé des services d'aide à la recherche d'un emploi. Et donc, cette ONG avait des bases de données sur les emplois qui étaient disponibles et de manière très ciblée, a proposé ces réfugiés à des emplois qui leur semblaient effectivement adaptés. Et ça montre aussi que ce n'est pas seulement dans la formation, mais aussi parfois dans ce processus de recherche d'emploi qu'on peut effectivement encore améliorer le placement des réfugiés. Certainement, ce genre d'action existe aussi en Suisse. Mais voilà, je trouvais ça c'est intéressant parce que ce sont des recherches qui montrent vraiment la causalité de quelle manière une telle action peut causer un meilleur placement de ces réfugiés. Donc, des situations win-win, on l'entend ici. Alain Collard, j'aimerais quand même vous poser la question aussi. Comment ces personnes réfugiées ont été accueillies par les résidents et les autres employés de la résidence de la Champagne? Est-ce que ça s'est fait sans heurts? Oui, ça s'est vraiment fait sans heurts. Dès lors que la culture de la formation en entreprise, l'accueil des nouvelles personnes, l'accompagnement des aînés ou des plus anciens ou des gens diplômés est une philosophie au sein de l'entreprise, chaque nouvelle personne, c'est une fleur de plus sur le bouquet qui est sur la table. Donc ça, c'est aussi un contexte qui est important à mettre en place dans son entreprise parce qu'on connaît très bien dans les problématiques de management que tout intrus subit souvent le rejet ou la défiance et que tout nouveau collaborateur, soit il prend la place de l'autre, soit il va prendre le travail de l'autre et que c'est aussi des questions des pratiques qu'il faut changer, des paradigmes de l'accueil parce que chacun se souvient que quand on faisait nos études, il nous fallait aussi être accueillis pour faire un stage. Alors on n'avait pas le statut de réfugié, mais on était stagiaire. Et je sais à quel point des professions, c'est difficile de trouver des stages. Donc la culture de l'entreprise est importante pour
pour l'accueil de tout un chacun, qui plus est pour ces personnes qui ont déjà une retenue naturelle, vu leurs difficultés, vu la latence des mois et des mois, voire des années pour faire quelque chose. Donc il y a aussi de la pudeur, il y a aussi de la crainte, un manque de confiance chez ces personnes. Donc l'accueil en entreprise, elle est fondamentale, et les premiers jours, l'accompagnement en duo par un parrain, par un guide est très important. Dès lors, ces personnes perdent leurs préjugés. Le collaborateur qui dit « Ah ben, j'ai travaillé avec Adonai », puisqu'on en a parlé l'autre fois, il est extra, il est très gentil, il pose des questions, il est serviable, j'ai fait connaissance avec lui. Et de bouche en oreille, les compliments, les remarques qui sont faites sur ces personnes se propagent aussi. Tout le monde se dit bah, c'est super, c'est une belle personne, c'est une personne, c'est pas un réfugié, c'est pas un stagiaire, il prend un statut de personne. Donc il faut soigner cet accueil, ces premiers pas, ces premières heures et ces premiers jours dans l'entreprise, parce qu'elles sont fondamentales pour rassurer les accompagnants, les formateurs, les collaborateurs, pour que ce réseau se fasse. Et puis très vite, ils sont présentés. Chaque collaborateur devient l'ambassadeur pour ces personnes. Et nos résidents sont enchantés de voir des têtes nouvelles. Ils sont enchantés de voir des têtes nouvelles parce que pour eux, ce qui est important, c'est aussi cette diversité des hommes et des femmes qui les côtoient chaque jour. On oublie trop souvent, notamment en maison de retraite ou dans les établissements pour personnes en situation de handicap, qui nécessitent des structures adaptées à leur confort, à leur déplacement, que leur dernier déménagement, il se fait dans le lieu où ils sont. Et donc, il faut que ce soit des havres de développement, de vie. Et cette vie, elle n'est pas seulement parce qu'on offre une bonne nourriture ou qu'on propose 2 plats ou parce que l'environnement est charmant. L'architecture est belle. Ce qui est important, c'est le cœur qui est au sein de nos établissements qui nous occupons de personnes pour que le cœur de chacun batte et résonne et soit une interaction avec chacun des résidents. Et dès lors que ces personnes réfugiées viennent compléter les figures, eh bien, c'est une richesse supplémentaire. Nos résidents ont l'impression d'avoir un nouveau visiteur, posent des questions. « Ah, mais vous êtes qui? Et vous êtes d'où ?» Et puis, comme ce sont des jeunes en formation, on peut aussi leur donner du temps pour passer du temps, pour rencontrer aussi nos résidents, se créer un réseau. Et que veut une personne âgée? Elle veut parler de son histoire. Elle a besoin de parler de sa vie, de sa famille, qui souvent est loin ou peu disponible. Et puis, ces personnes réfugiées, elles ont aussi culturellement, intrinsèquement, une grande sensibilité aux personnes âgées, aux parents, aux anciens. Souvent, ils vivent ensemble. Chez nous, nous vivons séparés. Et donc, ces temps de partage sont vraiment une richesse supplémentaire, sont des compétences que les collaborateurs lambda n'ont pas conscience parce que ce n'est pas dans notre culture de passer beaucoup de temps. Il faut donner à manger. Mais pour ces personnes, donner à manger a un sens plus profond. Aider à l'accompagnement d'une toilette ou de l'habillage d'une personne, c'est être en relation. Et je crois que ça, c'est des choses magnifiques. C'est une raison de plus d'encourager mes collègues directeurs de faire cette expérience, parce que sur le plan, ce sont des jeunes, notamment érythréens, qui sont dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine de la cuisine. Et chaque chose qu'ils font, elle est faite pour offrir. Il y a quelque chose de formidable dans ce qu'ils nous apportent et dans ce qu'ils nous apprennent. Et donc, c'est du win-win, mais on apprend beaucoup, et par l'échange, et par le temps qui leur est consacré entre eux, entre collaborateurs ou avec nos résidents. Donc, je dirais que, globalement, c'est vraiment assez remarquable de voir que l'accueil de ces personnes nouvelles, elles intriguent, elles interrogent. Alors, je peux vous dire qu'en très peu de temps, en très peu d'heures, on a tout de suite le ton de la lumière qui s'est allumé. Voilà. Ça nous met tous un sourire aux lèvres. Karen Simona, on a entendu parler, Alain, de culture d'entreprise, de l'importance de cet accompagnement, certes institutionnel, mais aussi l'accueil en interne, marrainage, parrainage. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que grande entreprise pour favoriser cette intégration de personnes d'autres cultures ou ethnies? Et est-ce que les entreprises, au final, ont un rôle social aussi à jouer? Alors, je pense que déjà, une politique de diversité dans l'entreprise permet justement de favoriser cet accueil de réfugiés au même titre que d'autres personnes issues de différents groupes
culturelles, ethniques, socio-professionnelles, peu importe, mais c'est à mon avis déjà la clé. Quand on a ça effectivement dans la culture d'entreprise, les choses sont plus faciles. Je pense qu'ensuite, participer, soutenir des réflexions ou des initiatives comme Refugees at Work, par exemple, en collaboration avec des partenaires économiques, sociaux, étatiques, ne peut qu'élargir le champ des possibles, peut contribuer à améliorer les conditions cadres qui peuvent rendre possible cette intégration et favorise effectivement la mise au point de moyens innovants d'intégration. Il faut travailler à plusieurs. Ensuite, effectivement, avec de plus en plus de personnes déplacées pour des plus longues périodes, les entreprises ont probablement un rôle social à jouer. Et probablement notamment les grandes entreprises aussi, parce qu'elles peuvent jouer un rôle fédérateur, elles peuvent inciter par l'exemple et elles font partie justement de programmes comme Alliance for Youth ou ce genre de choses, et c'est ce qui permet de faire connaître ça. Il y a effectivement des plus petites entreprises qui apportent leur pierre à l'édifice et peut-être même plus concrètement encore, mais je pense que les grandes entreprises, de par leur nom et leur aura, ont définitivement un rôle à jouer. Il existe aussi des organisations telles que TENT, qui regroupent, je crois, plus de 130 grosses entreprises, qui est dédiée justement à l'intégration des réfugiés. Donc apporter un nom qui soutient des initiatives, ça peut également aider. Ensuite, est-ce que les entreprises vont intégrer l'engagement des réfugiés dans leur politique de diversité et d'inclusion ? En toute honnêteté, je pense que ça ne va pas forcément se faire demain. On voit notamment que certaines avancées dans d'autres domaines de la diversité et de l'inclusion ont quand même pris un certain temps avant de porter leurs fruits. Mais je suis également convaincue qu'aujourd'hui, tout va plus vite, que les nouvelles générations sont plus exigeantes, que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux confrontent les entreprises à leurs responsabilités sociales dans divers domaines, que ce soit notamment le développement durable, le respect des conditions de travail, leur comportement en tant que citoyens responsables, bons contribuables. Donc à mon avis, les choses peuvent aller plus vite que ce qu'on a expérimenté au cours des dizaines d'années passées. Donc nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons aussi une question du public. Je passe la parole à Mathieu Crétenant qui posera cette question. Voilà, donc une question pour l'instant. N'hésitez pas à aller sur la page web dessous. Vous pouvez poser les questions. Donc de quelle manière peut-on reconnaître les diplômes étrangers sur l'accès au marché du travail, donc en dehors des éléments que nous connaissons liés au CEFRI et notamment à la reconnaissance des diplômes donc par le service de la formation au niveau fédéral qui reconnaît les diplômes étrangers et les équivalences. Peut-être, si je la précise, sur le marché du travail genevois ou suisse, de quelle manière ça se passe en entreprise, cette reconnaissance de diplômes étrangers, notamment de pays tiers, j'imagine. C'est peut-être Tobias Müller, vous pouvez dire un mot à ce sujet ? Oui, je ne connais peut-être pas suffisamment les procédures administratives à ce sujet-là. Donc, je pense les institutions qui ont été citées, effectivement, au niveau fédéral. La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que je pense souvent que ce n'est pas suffisant. J'avais eu le témoignage d'une personne qui avait étudié aux Pays-Bas le travail social, qui a fait reconnaître cette formation en Suisse. Et bien que cette formation ait été reconnue en Suisse formellement, elle avait quand même de la peine à trouver un emploi, c'était en Suisse allemande, parce que tout simplement, les employeurs, en fait, regardent d'un côté, évidemment, la reconnaissance formelle d'un diplôme, mais de l'autre côté, regardent ça plus largement. Et notamment dans le cadre du travail social, par exemple, c'est la connaissance des institutions locales, d'avoir un réseau local et tout ça. Donc voilà, je ne réponds pas vraiment à la question parce que je crois que je n'ai pas cette connaissance, mais je voudrais juste ajouter qu'il
faut pas non plus attendre des miracles d'une reconnaissance de ces professions. Sauf évidemment pour les professions réglementées qui sont notamment dans le domaine de la santé, tout ce qui concerne les soins, où là, il faut absolument une autorisation, ça c'est sûr, parce que là, on ne peut pas exercer autrement. Merci. Peut-être Alain Collard, comment vous gérez cette question au quotidien, la reconnaissance de formation et diplômes étrangers? Alors notamment, comme l'a dit le professeur, dans le domaine des soins, c'est très réglementé. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi d'accueillir des personnes de l'Hospice Général, suivies par l'Hospice Général, qui avaient des diplômes infirmiers des pays subsahariens, mais qui n'étaient pas reconnus intégralement par le CEFRI. Et il y avait une obligation de valider soit des aspects liés à la langue, à la connaissance des termes médicaux qui sont utilisés chez nous, usités chez nous, pour vérifier que la formation acquise dans le pays d'origine de cette personne n'était pas suffisamment fiable. Donc j'ai accepté pendant 8 mois d'accueillir cette personne au sein d'une équipe infirmière qui a pu à la fois améliorer son langage en français, son expression, pour être sûr qu'on comprenne bien et qu'elle comprenne bien les consignes ou les choses comme ça, d'apprendre les pratiques ici. Et elle était donc sous une base d'évaluation de notre personnel infirmier, parce que là, effectivement, si le niveau n'était pas suffisant, nous n'aurions pas validé cette compétence, parce que ça devient quelque chose qui pourrait être dangereux pour elle-même et surtout pour les gens donc les soignent. Donc j'ai eu à voir avec cela. Pour les autres personnes réfugiées, elles sont en pré-formation professionnelle, elles ont choisi de se former dans le domaine du secondaire 2, puisque souvent elles ne parlaient pas la langue, elles faisaient des études où elles ont dû les arrêter. Entre l'arrêt des études, elles ont passé presque 6-8 ans sans poursuivre leurs études et sans se former. Donc on a effectivement des gens sans qualification. Puis les qualifications que nous proposons, en tout cas à Genève, qui soient des attestations de formation professionnelle, en cuisine, dans les soins, puisque je parlais de ça, ou dans d'autres métiers comme l'intendance ou l'hôtellerie, ces formations-là, elles sont qualifiantes, elles sont aussi un passeport, un Graal pour pouvoir être reconnu, faire des études, se confronter aux examens et gagner en employabilité. Donc c'est plus par la formation professionnelle qu'ils réussissent à se qualifier, je dirais. Puis alors, il y a certainement d'autres entreprises qui peuvent les engager avec ou sans qualification, mais la problématique liée au diplôme, je l'ai connue que par des gens déjà d'un niveau de qualification, de niveau tertiaire, quoi. D'accord, merci. Mathieu, est-ce que nous avons encore d'autres questions? Pas de questions de la part du public. Donc, nous allons conclure gentiment cette table ronde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous en retenons qu'il est important effectivement d'engager les réfugiés tôt, d'améliorer ou d'accompagner ces personnes quand ils sont en entreprise, et effectivement un besoin aussi d'augmenter ces passerelles qui permettent de faire rencontrer employeurs et personnes qui cherchent un emploi. Donc merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous, et je passe la parole à Mathieu Crétenon. Merci Mariana, merci pour cette modération, merci aux invités de cette table ronde. Nous sommes donc arrivés au terme maintenant de ce webinaire, cet événement donc en ligne, avec des discussions riches, passionnantes sur ce thème de l'intégration professionnelle. Nous espérons que cela vous a plu. Vous avez toutes les informations aussi qui sont aujourd'hui disponibles sur ce site refugeesatwork.ch, avec notamment l'ensemble des outils et programmes d'insertion qui sont possibles en entreprise, car finalement, chaque cas est unique, et les difficultés d'intégration auxquelles font face les personnes peuvent être résolues avec des programmes, avec des conditions cadres qui existent au niveau de la législation, au niveau de programmes d'intégration du canton. Donc, engager un réfugié, rien de plus facile. On va essayer de passer le message. On compte sur vous pour y penser. Cette campagne maintenant va vivre sur les réseaux sociaux, dans les institutions
publics, dans les entreprises. Nous espérons que ces informations vous permettront de lever progressivement les freins à l'accès à l'emploi pour les réfugiés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, diffusez cette campagne. J'en profite pour finir, je remercie les techniciens audiovisuels de l'Université de Genève qui ont rendu possible ce webinaire. Je remercie aussi Julia Dallest qui a permis d'organiser cet événement. Et au nom de l'ensemble des partenaires, nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons une bonne journée. Merci.